Une petite fille, Elia, marche seule dans une forêt enneigée. Autour d'elle, les arbres dénudés étendent leurs branches comme des doigts squelettiques, enserrant le paysage d'un silence oppressant. La neige, d'un blanc immaculé, crisse sous ses petits pas, chaque empreinte se perdant rapidement sous les nouvelles rafales de vent. Perdue depuis des heures, Elia tremble de froid, ses petites mains engourdies serrant les pans de sa robe trop fine, qui flotte autour d'elle comme un voile inutile. Le vent glacé siffle entre les troncs, se faufilant sous les manches de sa robe et le long de son cou, lui volant le peu de chaleur qu'il lui reste. Ses joues, rougies par le froid, portent les stries transparentes de larmes gelées, témoins silencieux de son désespoir. Elle murmure le nom de ses parents, mais sa voix se perd dans l'immensité hostile de la forêt. La nuit commence à tomber, teintant le ciel d'un bleu profond, presque noir, tandis que les ombres s'allongent autour d'elle. Les bruits de la forêt, autrefois lointains, deviennent plus menaçants. Le craquement d'une branche, le frottement des écorces, le hurlement lointain d'un animal inconnu. La peur s'installe dans ses yeux, élargie par la terreur, et son cœur bat si fort qu'elle croit qu'il pourrait briser sa cage thoracique. Elle se souvient encore des derniers mots de sa mère. « Ne quitte pas le chemin, Elia, jamais !» Mais elle avait vu un lapin blanc, si rare, si fascinant, et elle l'avait suivi, s'enfonçant toujours plus loin entre les arbres. Maintenant, elle regrette amèrement son imprudence. Soudain, un bruissement dans les fourrés. Elia retient son souffle. Est-ce un animal? Un loup, peut-être? Ou quelque chose d'autre? Les contes que lui racontait son grand-père lui reviennent en mémoire. Des esprits des bois, des fées espiègles, des créatures qui aiment égarer les enfants égarés. Tandis qu'elle avance avec difficulté, des pères-dieux brillent dans l'obscurité. Leurs reflets dorés, hypnotiques, scintillent comme des braises dans la nuit. Ils sont partout, entre les troncs d'arbres, derrière les rochers couverts de neige, dans les fourrés où la lumière de la lune ne pénètre pas. Une meute de loups l'observe silencieusement, leur souffle formant de petites nuées de buée dans l'air glacial. Leurs formes imposantes se dessinent entre les arbres, ombres mouvantes aux pelages épais, gris et blancs, parfaitement adaptés à l'hiver. Le plus grand, un mâle au museau strié de cicatrices, se tient légèrement en avant, ses oreilles dressées, analysant chaque frémissement de la petite fille. Ils ne bougent pas, mais leur présence est palpable, chargée d'une tension presque électrique. Elia s'arrête, le cœur battant. Un frisson bien plus profond que le froid parcourt son échine. Elle sait ce que disent les villageois. Les loups ne chassent pas les hommes, sauf quand l'hiver est trop cruel. Et cet hiver-là est le pire que la région ait connu depuis des décennies. Un grognement sourd résonne, pas un avertissement, pas encore, mais une question. « Que fais-tu ici, petite chose fragile ?» semble demander ses yeux perçants. La peur d'Elia se mêle à une étrange fascination. Elle a entendu les légendes, les loups-garous, les esprits des forêts qui prennent cette forme. Et si ces bêtes n'étaient pas tout à fait des animaux? Le vent tournoie, apportant une odeur de muse et de neige fondue. Le loup alpha flaire l'air, ses narines frémissantes. Il avance d'un pas, puis deux, lentement, comme s'il testait sa réaction. Les autres suivent, encerclant progressivement Elia, sans hâte, mais avec une détermination implacable. Elle recule, trébuchant dans la neige épaisse. « Ne cours pas », lui avait un jour dit son père. « C'est alors qu'ils te poursuivront. » Mais comment résister à l'instinct de survie? Son souffle devient court, ses doigts s'accrochent désespérément à sa robe, comme si ce maigre tissu pouvait la protéger. Soudain, un son inattendu déchire la nuit. Un hurlement, mais pas celui d'un loup. Plus aigu, plus mélodique, presque humain. Les loups dressent les oreilles, hésitants. Le bruit vient de plus loin dans la forêt, là où la lumière mystérieuse scintille toujours. Elia sent un changement dans l'air. Les loups ne la regardent plus. Leur attention s'est tournée vers l'appel inconnu. Le mâle alpha émet un grondement bref, puis, comme obéissant à un ordre invisible, la meute s'éloigne en silence, se fondant à nouveau dans les ténèbres. Un loup plus grand que les autres, au pelage argenté, s'approche d'elle lentement.
Sa fourrure scintille sous la lueur de la lune, comme parsemée de minuscules étoiles. Ses yeux, d'un jaune pâle, presque translucide, fixent Elia avec une intensité qui la transperce. Ce regard est perçant, scrutateur, mais étrangement dénué d'agressivité. Il y a là une intelligence qui dépasse celle d'une simple bête sauvage, quelque chose d'ancien, de presque humain. Elia recule instinctivement, mais ses pieds engourdis se coincent dans une racine dissimulée sous la neige. Elle trébuche et tombe à la renverse, un petit cri lui échappant. La neige froide s'infiltre sous sa robe, lui coupant le souffle. Le loup s'arrête net, ses oreilles se dressant, alerte. Pendant un instant suspendu, il reste ainsi, la fillette terrassée par la peur, la bête immobile comme une statue de glace. Puis, avec une prudence déconcertante, le loup avance à nouveau. Il renifle l'air autour d'elle, ses narines frémissantes captant chaque particule de son odeur, la peur, la sueur, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui semble l'intriguer. Son museau effleure presque la main tremblante d'Elia et, contre toute attente, la chaleur de son souffle est presque réconfortante dans ce froid mordant. Un souvenir lui revient alors, flou mais persistant. Celui de son grand-père, assis près de l'âtre, racontant des histoires d'un temps où les loups et les hommes parlaient le même langage. « Ils reconnaissent les cœurs purs, ma petite », murmurait-il en lui tapotant le nez. « Et parfois, ils les protègent. » Le loup recule soudain, tournant la tête vers la forêt. Un bruissement lointain, presque imperceptible, trouble le silence. Elia suit son regard, mais ne distingue rien dans l'obscurité. Pourtant, quelque chose a changé. L'animal semble tendu, comme s'il percevait une menace invisible. Sans avertissement, il pousse un grognement sourd et se place devant elle, son corps massif faisant écran entre la fillette et la forêt. Son attitude n'est plus celle d'un chasseur, mais d'un gardien. Elia sent alors une présence derrière elle. Une ombre se détache des arbres, plus haute qu'un homme, au contour indéfinissable. Le loup montre les crocs, un grondement continu résonnant dans sa gorge. La peur d'Elia atteint son paroxysme, mais elle ne peut détacher les yeux de la silhouette. Est-ce là la source de la lumière qu'elle a aperçue plus tôt, ou quelque chose de bien plus ancien, bien plus dangereux? Le loup argenté fait alors un pas en avant, défiant l'ombre. Et dans un élan de courage insensé, Elia tend une main tremblante vers sa fourrure, comme pour le retenir, ou peut-être pour puiser en lui la force d'affronter l'inconnu. La forêt retient son souffle, la neige cesse de tomber. Dans cet instant suspendu entre deux mondes, tout peut encore basculer. Elia, terrifiée, ferme les yeux. Elle s'attend à sentir les crocs acérés du loup lui déchirer la chair, à entendre le souffle rauque du prédateur prêt à l'emporter dans les ténèbres. Son cœur bat si fort qu'elle croit qu'il va jaillir de sa poitrine. Les secondes s'étirent, interminables, dans un silence glacé. Mais au lieu d'attaquer, le loup baisse la tête et pose son museau sur sa main gelée. La chaleur du contact la surprend, une douceur inattendue, presque tendre. Un souffle tiède caresse ses doigts engourdis, faisant fondre le givre qui les recouvrait. Elia ouvre lentement les yeux, incrédule. Le loup argenté la regarde, et dans ses prunelles dorées, elle ne lit plus la menace, mais une étrange sagesse, comme s'il cherchait à lui transmettre un message silencieux. Un frisson lui parcourt l'échine, mais cette fois, ce n'est pas le froid. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, une révélation. Elle se souvient des contes que sa grand-mère lui murmurait au coin du feu. « Les loups ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, ma chérie. Certains sont des guides, d'autres des âmes perdues. » Les autres loups s'approchent aussi, formant un cercle protecteur autour d'elle. Leur pelage, nuancé de gris, de brun et de blanc, forment une barrière vivante entre elle et la forêt hostile. Leurs yeux brillent comme des lanternes dans la nuit, scrutant les ombres environnantes avec vigilance. L'un d'eux, plus petit, au pelage presque roux, se couche près de ses pieds, comme pour lui offrir sa chaleur. Fatiguée et frigorifiée, Elia s'effondre. Ses jambes, engourdies par des heures de marche dans la neige, refusent enfin de la porter plus loin. Elle s'affaisse dans un banc de neige molle, trop épuisée pour avoir peur, trop engourdie pour pleurer.
La nuit l'enveloppe de son manteau glacial et elle ferme les yeux, prête à succomber au sommeil qui promet d'être sans fin. Mais les loups ne la laissent pas seule. Avec des mouvements lents et précis, ils s'organisent autour d'elle. Le grand loup argenté se couche le premier, offrant son flanc chaud contre son dos tremblant. Un autre, plus jeune au pelage brun-gris, se blottit contre ses pieds gelés. Un troisième s'allonge près de sa tête, son souffle chaud caressant ses joues glacées. Ils forment un rempart vivant contre le vent mordant, leur corps massif absorbant les rafales qui sifflaient encore entre les arbres. Blottie contre le pelage doux du loup argenté, elle sent son corps se détendre. La chaleur des bêtes pénètre lentement ses membres engourdis, faisant fondre le froid qui s'était installé dans ses os. Le rythme régulier de leur respiration devient une berceuse, apaisant ses nerfs tendus à l'extrême. L'odeur musquée de leur fourrure, mêlée au parfum âcre de la neige et de la terre gelée, lui rappelle soudain la bergerie de son oncle, où elle se cachait enfant parmi les moutons. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent en sécurité. Les craintes qui l'avaient tenaillée, la peur des ombres, la terreur de mourir seule dans cette forêt sans fin, s'évanouissent comme la buée de son souffle dans l'air nocturne. Elle glisse une main dans l'épaisse fourrure du loup argenté, sentant sous ses doigts les battements réguliers de son cœur puissant. Ce contact la rassure étrangement, comme si une promesse silencieuse lui était faite. « Tu ne mourras pas ici, pas cette nuit. » Autour d'eux, la forêt semble retenir son souffle. Les branches cessent de craquer, le vent tombe comme par magie. Même la lune perce soudain les nuages, déversant une lumière pâle sur ce tableau improbable. Une enfant humaine protégée par une meute de loups sauvages. Les yeux brillants des bêtes scintillent dans l'obscurité, formant une constellation protectrice autour d'Elia. Dans son demi-sommeil, la fillette croit entendre une voix. Pas un son réel, mais une présence dans son esprit, douce et rauque à la fois. « Dors, petit égaré », semble murmurer le loup argenté. « Nous veillons. » Et bien que la raison lui dise que c'est impossible, Elia choisit d'y croire. Elle s'enfonce plus profondément dans la chaleur offerte, laissant enfin le sommeil la prendre, protégée par des gardiens qu'elle n'aurait jamais imaginés. La nuit s'étire, froide et silencieuse, mais autour d'Elia, un cercle de vie et de chaleur persiste. Les loups ne dorment pas. Leurs oreilles restent dressées, leurs sens en alerte. Parfois, l'un d'eux lève le museau pour flairer l'air, vérifiant que rien ne menace leur protégé. Le loup argenté, le plus vigilant de tous, garde les yeux mi-clos, toujours attentif. Dans ses prunelles dorées se reflète une étrange détermination, comme s'il savait que cette nuit était importante, que cette enfant était différente. Et tandis qu'Elia sombre dans un sommeil réparateur, un rêve étrange commence à se former dans son esprit. Elle se voit courant à quatre pattes aux côtés des loups, son corps léger et rapide. La forêt n'est plus un lieu de peur, mais un royaume qu'elle traverse avec une grâce nouvelle. Le vent dans ses cheveux, non, dans sa fourrure, est une caresse familière. Elle hurle à la lune, et le son qui sort de sa gorge est à la fois terrifiant et merveilleux. Le loup argenté, sentant son agitation dans le sommeil, pose délicatement son museau sur son front. Le rêve s'apaise, se transforme en image plus douce. Elia soupire et se blottit plus près de son protecteur. La nuit passe ainsi, entre veille et sommeil, entre réalité et mystère, dans cette clairière devenue sanctuaire. Quand les premières lueurs de l'aube teinteront le ciel, tout aura changé. Mais pour l'instant, dans ce moment suspendu, il n'y a que la chaleur des loups, le souffle régulier d'Elia et la promesse silencieuse de la forêt. Cette nuit appartient au miracle. Les jours passent et Elia reste avec la meute. Ce qui ne devait être qu'une nuit de survie se transforme en une étrange et merveilleuse cohabitation. Au début, elle se réveille chaque matin en sursaut, étonnée d'être encore en vie, incrédule devant ses prédateurs qui lui offrent leur protection. Puis vient l'acceptation et enfin une forme d'appartenance. Elle apprend à marcher silencieusement dans la neige comme les loups le lui montrent. D'abord maladroite, laissant des traces profondes et bruyantes, elle observe leurs mouvements félins.
Ils avancent en posant délicatement leurs pattes, répartissant leur poids avec une grâce innée. Après plusieurs essais infructueux qui font soulever les oreilles des loups avec perplexité, elle finit par trouver l'équilibre parfait. Bientôt, elle glisse entre les arbres sans un bruit, ne laissant derrière elle que de légères empreintes qui s'effacent rapidement sous la neige fraîche. Elle apprend à lire les signes de la forêt comme on déchiffrerait un livre ouvert. Le vent qui change de direction porte des odeurs différentes. L'approche d'une tempête, la présence d'un lièvre caché sous les buissons. Les traces dans la neige racontent des histoires qu'elle commence à comprendre. Ici, un renard est passé en quête de nourriture. Là, un cerf s'est arrêté pour brouter l'écorce des jeunes arbres. Même le silence a ses significations, un avertissement, une attente, une prière. Elle apprend à comprendre le langage des loups, bien plus complexe qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce ne sont pas seulement les grognements et les hurlements, mais tout un répertoire de postures, de regards, de mouvements de queue et d'oreilles. Un simple frémissement des babines peut signifier la découverte d'une piste ou la nécessité de se méfier. Le loup argenté, qu'elle appelle maintenant Siver, sans savoir pourquoi ce nom lui vient à l'esprit, semble particulièrement patient pour lui enseigner ses subtilités. Ils la nourrissent, lui apportant des morceaux de viande qu'il régurgite pour elle ou des proies fraîchement tuées. Au début, l'idée la révulse, mais la faim est plus forte que les conventions humaines. Elle découvre avec surprise que la chair crue, encore chaude, a un goût moins repoussant qu'elle ne l'aurait cru. Parfois, il lui montre où trouver des baies gelées sous la neige ou des racines comestibles qu'elle peut creuser avec ses mains devenues étrangement résistantes au froid. Il la protège, formant un cercle autour d'elle quand elle dort, l'alertant des dangers par de petits coups de museau inquiets. Un jour, alors qu'elle s'aventure trop près d'une rivière à moitié gelée, Siver la saisit délicatement par le col de sa robe, maintenant déchirée et souillée, mais toujours sa dernière attache avec son ancienne vie, et la tire en arrière juste avant qu'elle ne marche sur la glace trop mince. Petit à petit, elle devient une des leurs. Sa peau pâle se tanne sous les morsures du vent, ses cheveux emmêlés ressemblent à une crinière sauvage. Elle commence à grogner quand un intrus s'approche trop près de leur territoire, à hurler à la lune avec eux, bien que ses cris aient une tonalité différente, plus aiguë. La nuit, quand ils dorment en tas enchevêtrés, elle se blottit au centre, protégée de tous côtés par leur corps chaud. Un matin particulièrement froid, alors que la gelée a peint des cristaux sur chaque brin d'herbe et chaque aiguille de pin, Elia se réveille avec une étrange sensation. Elle se lève et marche jusqu'à une flaque gelée. Le reflet qui la regarde n'est plus tout à fait celui d'une petite fille. Ses yeux, autrefois d'un bleu clair, ont pris une teinte dorée qui lui rappelle irrésistiblement ceux de Siver. Quand elle ouvre la bouche pour crier sa surprise, un son étrange, à mi-chemin entre un hurlement humain et un cri de loup, s'échappe de ses lèvres. Au loin, Siver lève la tête et répond, comme pour confirmer ce qu'elle commence à peine à comprendre. La forêt l'a choisi. Les loups l'ont adopté. Et quelque part entre le premier contact de ce museau chaud sur sa main gelée et ce matin glacial, elle a cessé d'être une enfant perdue pour devenir autre chose, quelque chose d'ancien, de sauvage, de profondément vrai. La transformation n'est pas encore complète, mais elle est inévitable. Elia le sent dans ses os, dans son sang qui semble chanter différemment. Elle tourne son visage vers le ciel pâle de l'aube et hurle à nouveau, et cette fois, la réponse de la meute est unanime. Leurs voix mêlées résonnent à travers les arbres gelés, annonçant à la forêt entière qu'une nouvelle ère commence. Car Elia n'est plus seule, et elle n'est plus tout à fait humaine. Elle est devenue la fille loup, l'enfant des neiges, celle qui marche entre deux mondes. Et dans son cœur brûle désormais la flamme sauvage de ceux qui ont trouvé leur véritable famille. Un jour, des bruits étranges résonnent dans la forêt, des craquements secs, trop réguliers pour être naturels, des voix rauques qui s'élèvent entre les arbres, un cliquetis métallique qui glace le sang d'Elia bien plus profondément que le vent hivernal. La meute se fige instantanément, toutes oreilles dressées, tous muscles tendus. Siver, le loup argenté,
tourne vers elle son regard doré, où brille une urgence muette. Des hommes, armés de fusils, sont venus chasser les loups. Leurs odeurs parviennent jusqu'à Elia avant même qu'elle ne les aperçoive. Cuir, poudre à canon et cette puanteur âcre de la peur masquée en bravade. À travers les fourrés, elle distingue leurs silhouettes trapues, leurs pas lourds écrasant sans respect la neige immaculée. L'un d'eux rit grossièrement en montrant des traces de pâte fraîche. Son cœur se glace. Ce sont les empreintes de la petite louve grise, la plus jeune de la meute. Elia comprend qu'elle doit agir. Un conflit déchire sa poitrine, la part d'elle encore humaine qui craint ses hommes et leurs armes, et cette autre part, nouvelle, sauvage, qui brûle de protéger sa famille adoptive. Siver pousse un grognement sourd, prêt à mener la meute au combat, mais elle pose une main sur son épaule. Non, pas comme ça. Elle connaît ses hommes, comprend leur façon de penser. Elle seule peut les arrêter. Elia arrive devant les chasseurs et se place devant la meute, les bras écartés. Son corps frêle forme un rempart vivant entre les fusils et ses frères loups. Le vent soulève ses cheveux emmêlés, révélant un visage marqué par les épreuves, mais rayonnant d'une détermination farouche. Derrière elle, la meute se tient immobile, disciplinée, contrairement à ce que les chasseurs attendaient de bêtes sauvages. Seul Siver, le loup argenté, émet un faible gémissement d'inquiétude pour sa protégée. Elle leur crie de ne pas tirer, sa voix étrangement puissante pour une enfant, portant clairement malgré le vent glacé. « Ils ne vous veulent aucun mal !» Ces mots résonnent comme une incantation dans l'air cristallin. Un des chasseurs, le doigt déjà sur la gâchette, baisse imperceptiblement son arme, perplexe devant cette apparition mi-enfant, mi-sauvage qui parle avec tant de conviction. Elle explique que les loups ne sont pas dangereux, racontant comment ils l'ont protégée, nourrie, acceptée comme une des leurs. Ils chassent seulement pour survivre, jamais par cruauté. Sa voix tremble en évoquant la petite louve grise qui lui apportait des baies, ou le vieux croc blanc qui veillait sur son sommeil. Chaque mot est empreint d'une vérité qui transcende les préjugés. Les hommes hésitent, troublés par la scène. Leurs fusils vacillent entre position de tir et position basse. L'un d'eux, un jeune aux joues encore roses sous la barbe naissante, murmure « Mais c'est la petite disparue du village voisin ». Un autre, plus âgé, fronce les sourcils en remarquant ses yeux étrangement dorés, ses ongles épaissis, ces détails qui dépassent l'humanité ordinaire. Son courage émeut même les cœurs les plus durs. Le chef des chasseurs, un géant balafré nommé Garin, baisse complètement son arme après avoir croisé le regard d'Elia. Un regard où brûle une flamme bien trop ancienne pour une enfant. « Nom d'un chien !» grommelle-t-il. Elle parle comme si elle les comprenait. Un silence lourd s'installe, rompu seulement par le souffle des loups et le craquement de la neige sous les bottes nerveuses des hommes. Elia sent que l'équilibre est précaire. Lentement, sans rompre le contact visuel avec les chasseurs, elle s'accroupit et tend une main vers Siver. Le loup argenté s'approche sans hésiter, frottant son museau contre sa paume dans un geste de confiance absolue. La démonstration est éloquente. Le jeune chasseur recule d'un pas, ébranlé. « On nous avait dit qu'ils attaquaient les troupeaux !» balbutie-t-il. Elia secoue la tête vigoureusement. Les vrais coupables sont les chiens sauvages, pas eux. Sa voix prend une tonalité presque animale dans sa véhémence. « Regardez, elle montre les flancs maigres des loups. S'ils tuaient pour le plaisir, seraient-ils si affamés ?» Garin, le chef des chasseurs, observe longuement la scène. Ses petits yeux porcins se posent tour à tour sur Elia, sur les loups étrangement dociles, puis sur ses compagnons visiblement ébranlés. Un combat intérieur se lit sur son visage balafré. Finalement, avec un grognement qui pourrait presque rivaliser avec ceux de la meute, il claque son fusil sur son épaule. « On s'en va !» gronde-t-il. Mais avant de tourner les talons, il pointe un doigt épais vers Elia. « Mais toi, petite sorcière des bois, tu devrais rentrer chez les tiens. » Son ton n'est plus menaçant, mais presque paternel. Elia baisse les yeux, soudain consciente de son apparence sauvage, de ses haillons, de cette part d'elle-même qui n'est plus tout à fait humaine. Alors que les chasseurs s'éloignent, traînant les pieds dans la neige, Siver vient se blottir contre elle.
La meute entoure Elia, formant un cercle chaud et protecteur. Elle sait qu'un choix s'impose maintenant, retourner vers le monde des hommes ou embrasser pleinement sa nouvelle nature. Dans le lointain, le jeune chasseur se retourne une dernière fois. Ce qu'il voit le fera douter toute sa vie. La silhouette d'Elia se dressant au milieu des loups, sa main posée sur la tête du loup argenté, baigné par les derniers rayons du soleil couchant qui embrasent la neige. Une image à mi-chemin entre le rêve et la légende. La nuit tombe sur la forêt, emportant avec elle les derniers échos des pas humains. Elia reste immobile un long moment, puis pousse un profond soupir. Sans un mot, elle se laisse guider par la meute vers leur tanière secrète. La réponse, elle le sait déjà, est en elle. Elle est devenue l'ambassadrice entre deux mondes et cette responsabilité est désormais son fardeau et sa destinée. Les chasseurs baissent leurs armes et s'en vont, leurs pas lourds s'éloignant dans la neige crissante. Le dernier d'entre eux, le jeune aux yeux encore ébranlés, se retourne une ultime fois, comme pour s'assurer que cette scène étrange était bien réelle. Elia reste immobile, les bras le long du corps, sentant le poids de ce départ sur son cœur partagé. Mais Elia sait qu'elle ne peut pas rester avec la meute pour toujours. Cette vérité lui serre la gorge. Elle regarde tour à tour chaque membre de sa famille adoptive, la vieille louve boiteuse qui lui a appris à flairer les vents, les deux louveteaux espiègles avec qui elle a partagé tant de jeux, et bien sûr Siver, le loup argenté, son premier protecteur. Tous ses yeux dorés fixés sur elle la remplissent d'un mélange d'amour et de douleur. Le loup argenté l'observe un long moment, ses prunelles intelligentes semblant peser chaque émotion qui traverse le visage d'Elia. Il respire profondément, comme pour imprimer son odeur une dernière fois, puis s'avance avec une lenteur majestueuse. La neige ne crisse même pas sous ses pattes. Il s'approche et frotte doucement sa tête contre la sienne, dans un geste qui n'appartient qu'à eux. Elia ferme les yeux, laissant les larmes couler sur ses joues, déjà gelées. Elle enserre son cou de ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure épaisse une dernière fois, respirant profondément cette odeur de pain et de liberté qui sera à jamais celle du vrai foyer. Un adieu silencieux. Aucun hurlement, aucun gémissement. Juste ce contact paisible chargé de 1000 mots non dits. Quand il se retire enfin, Siver recule de quelques pas, puis se redresse de toute sa hauteur, une posture qu'Elia n'a jamais vue auparavant, comme pour lui montrer sa pleine stature de chef de meute. Un ultime cadeau. La meute forme alors un demi-cercle derrière lui, comme une garde d'honneur. Elia comprend qu'il lui offre un passage, un chemin vers son autre vie. Ses pieds nus, quand avait-elle perdu ses chaussures, se tournent lentement vers la lisière de la forêt, vers les lumières lointaines du village. Elle fait un pas, puis deux, chaque mouvement lui arrachant un peu plus de son âme sauvage. À 10 pas, elle se retourne une dernière fois. Les loups sont toujours là, silhouettes fantomatiques entre les arbres. Siver lève le museau vers la lune naissante et pousse un hurlement qui résonne comme une promesse à travers la forêt endormie. Elia porte alors les mains à sa bouche et répond d'un cri qui n'est plus tout à fait humain, mais pas encore tout à fait loup. Un son unique comme elle l'est devenue, ni tout à fait d'un monde, ni tout à fait de l'autre. Puis, essuyant ses larmes d'un revers de main, elle tourne définitivement le dos à la forêt et commence sa longue marche vers les lumières du village. Dans sa poche, elle sent le poids d'un cadeau d'adieu, une canine de loup argentée que Siver a laissé tomber à ses pieds au dernier moment. Une protection, une promesse, et peut-être un jour un appel au retour. La neige recommence à tomber, effaçant doucement les traces de pas derrière elle, comme pour sceller ce chapitre de sa vie. Mais sous sa peau, dans son sang, Elia sent qu'une part d'elle restera à jamais sauvage, à jamais liée à ses yeux dorés qui la regardent s'éloigner entre les arbres sombres. Elia retourne au village où elle est accueillie par sa famille en larmes. Ses pas hésitants sur le chemin gelé contrastent avec la course légère qu'elle avait dans les bois. Lorsqu'elle apparaît à la lisière des premières maisons, un silence de stupéfaction s'abat d'abord sur les villageois. Puis les cris commencent, des exclamations de surprise, des pleurs, des appels précipités.
Sa mère, vieillie par le chagrin, se précipite vers elle en trébuchant, les bras tremblants, incapable de croire à ce miracle. Son père, plus réservé mais les yeux brillants, reste un pas derrière, comme s'il craignait que cette apparition ne soit qu'un rêve. Elle se retourne une dernière fois vers la forêt où les silhouettes des loups disparaissent lentement. Le vent apporte encore jusqu'à elle l'écho d'un dernier hurlement, doux comme une berceuse. Ses doigts se referment instinctivement autour de la canine de loup qu'elle garde dans sa poche, son dernier lien tangible avec cette autre vie. Les villageois derrière elle chuchotent, certains faisant des signes de protection contre le mauvais œil, mais elle ne leur en veut pas. Comment pourrait-il comprendre? Elle sait qu'ils veilleront toujours sur elle. Cette certitude brûle en elle comme une braise sous la cendre. Les nuits de pleine lune, quand le vent souffle du nord, elle perçoit parfois leurs appels lointains. Et parfois, très rarement, lorsqu'elle s'aventure seule près de la lisière au crépuscule, elle aperçoit une forme argentée qui disparaît entre les arbres, ou trouve devant elle une proie fraîchement tuée, déposée là comme un cadeau. Les premiers jours sont difficiles, tout lui semble trop bruyant, trop lumineux, trop confiné. Elle sursaute au moindre claquement de porte, se réveille en sursaut la nuit en cherchant la chaleur des corps pelotonnés autour d'elle. Les mots viennent lentement, comme s'il lui fallait traduire chaque pensée d'une langue oubliée. Mais sa mère patiente, lui redonnant petit à petit confiance dans le langage humain, comme on apprend à parler à un enfant. Les villageois la regardent avec un mélange de pitié et de méfiance. Certains chuchotent qu'elle a été ensorcelée par les loups-garous, d'autres qu'elle est revenue pas tout à fait comme avant. Elle entend leurs murmures, mais cela ne la blesse plus. Elle a appris dans les bois à écouter au-delà des mots, à percevoir les vraies intentions, les peurs non avouées. Et dans leurs yeux, elle lit surtout de l'incompréhension face à cet enfant qui parfois, sans raison apparente, s'arrête pour humer le vent ou dresse brusquement la tête au son d'un cri d'oiseau que personne d'autre n'a entendu. Les années passent. Elia grandit, devient une jeune femme, mais certains traits persistent. Cette façon de marcher silencieusement qui fait sursauter les gens quand elle apparaît soudain. Cette habitude de dresser la tête au moindre bruit inhabituel. Ses yeux qui, dans certaines lumières, semblent encore refléter des reflets dorés. Elle se marie, a des enfants, leur apprend à respecter la forêt et ses habitants. Et parfois, très rarement, elle emmène les plus courageux jusqu'à une certaine clairière, où ils s'assoient en silence à attendre, juste au cas où. Car au fond d'elle, jusqu'à son dernier souffle, elle gardera cette certitude. Quelque part dans l'ombre des grands sapins, des yeux dorés veillent encore sur elle. Et quand le vent d'hiver souffle entre les branches, elle sait qu'il porte parfois, très très loin, l'écho d'un hurlement familier. Alors elle sourit, pose une main sur son cœur et murmure à l'intention de celui qui pourrait l'entendre. « Moi aussi, je vous garde ici. » Ainsi vit Elia entre deux mondes, marchant d'un pas léger sur la frontière ténue qui sépare les hommes des loups, gardienne malgré elle d'un secret que la forêt lui a confié. Et les soirs d'hiver, quand la neige tombe doucement sur le village endormi, certains jurent avoir vu, tout près de sa maison, de grandes empreintes qui disparaissent mystérieusement au bord des bois.